Retour en studio pour la deuxième partie de cette émission Sport Magazine. Nous évoquons donc les deux matchs amicaux des éperviers du Togo pour ce mois de mars. Les hommes de Paolo Duarte affronteront d'abord le MENA du Niger et puis pour finir, ils vont terminer avec la Libye. Alors, ma question c'est de savoir, je te pose la question, Fidias. Oui. Est-ce que quelle appréciation tu fais des adversaires du Togo par rapport à ces matchs amicaux? Je dirais qu'on va affronter des adversaires un peu à notre niveau, c'est-à-dire des adversaires qui eux également se cherchent en quelque sorte, mais qui ont des joueurs qui évoluent sur le continent, du coup, qui ont beaucoup plus de certitude. Pourquoi je dis ça? Ils ont des joueurs, moi j'ai vu la liste colcotée par l'ancien gardien marocain Badou Zaki, qui est aujourd'hui le coach du Niger. Et on voit que c'est des joueurs qui évoluent sur le continent, qui jouent tout le temps, qui ont du rythme au niveau du jeu. Et le défi maintenant pour Paolo Duarte aujourd'hui avec le Togo, c'est de colcoter un groupe et colcoter, je dirais, des automatismes. Et le secteur principal où il doit travailler, où on est en train de créer depuis, je dirais, pratiquement 6 mois, c'est le secteur offensif. On a vu que c'est le secteur qui, je dirais, diminue un peu l'effort de l'équipe, parce que quand vous avez des multitudes d'occasions que vous n'arrivez pas à marquer, c'est soit parce que vous n'avez pas une très bonne combinaison dans votre attaque, soit parce que vos attaquants ne sont pas assez réalistes. Ou doit-on les changer, ou doit-on convoquer de nouveaux joueurs? Et moi je m'attends peut-être à certaines surprises dans cette liste de Paolo Duarte qui va arriver, et je me demande pourquoi ne pas aller chercher un certain Bruno Avotor, qui aujourd'hui est le meilleur buteur du championnat togolais, qui est passé par l'ASCO de Cara, si je ne me trompe pas. Il a fait de très bonnes choses du côté de l'ASCO de Cara. Ensuite, avec l'AS OTR cette saison, il est le meilleur buteur du championnat. Il a marqué 7 buts tout récemment en Coupe du Togo. Il s'est encore illustré. Et le petit, il a 23 ans. Il est bon. Je ne fais pas sa publicité. Hein. Je ne suis pas son manager. Je ne fais pas sa publicité. Mais c'est un très bon petit. Je pense que si on a des problèmes en attaque, on a eu à essayer des Justin Héré, les Evra Agbagnon. Pourquoi pas ne pas aller chercher Bruno Avotor aujourd'hui, l'essayer. On a 180 minutes sur cette fenêtre FIFA, l'essayer au moins pendant 30 minutes dans un système de jeu, avec l'associer peut-être avec Kevin Denke ou avec bon, je sais pas si Kodio Fodo là-bas sera là, parce que je pense qu'il est blessé, je suis pas très sûr qu'il sera là, parce qu'il a manqué voilà, en Ligue des Champions. Aujourd'hui il y a certains joueurs. Moi ce que je veux aujourd'hui, c'est une liste basée sur la méritocratie. Je ne veux pas voir aujourd'hui une liste de Paolo Duarte où on va avoir des attaquants qui ont très peu de temps de jeu avec leur club, qui ne jouent pas beaucoup, qui ne sont pas assez performants, les voir au détriment de d'autres attaquants qui font le boulot. Je voudrais qu'il y ait une liste équitable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Togo a des joueurs qui... Je pense que la quasi-totalité des joueurs qu'on a appelé la dernière fois face au Sénégal, c'est vrai que ça remonte à novembre, oui, mais je pense que la majorité sont en grande forme dans leur club. Pas une forme aussi exceptionnelle, mais quand on parle du Togo aujourd'hui, de ce qu'on a sur ces derniers mois, je pense que, et sur ces dernières années, je pense qu'on a tout. On a un effectif qui aujourd'hui évolue de façon, je dirais, raisonnable. Oui, parce qu'on a trouvé un système de jeu de 1-3-5-1 qui arrange tout le monde, où on arrive quand même à intégrer des joueurs, à leur changer de poste. J'ai vu un Plaka Fessou même jouer en milieu de terrain avec l'équipe nationale du Togo face au Sénégal. Dans l'animation, il était pas mal, mais aujourd'hui, entre nous, il est en 2e division en Corée du Sud. C'est pas tellement la grande forme. Pour des matchs amicaux, je pense qu'il serait beaucoup plus raisonnable de chercher à intégrer d'autres joueurs, je dirais remercier, pas remercier en quelque sorte des joueurs qui font des efforts. Donner leur chance à de nouveaux joueurs pour qu'ils prouvent également, et pour qu'il y ait beaucoup plus de concurrence. Et quand il y a de la concurrence, je pense que au final, ne peut que sortir une équipe compétitive. Aziz, oui, moi je pense que appréciation par rapport aux deux équipes. Aux deux équipes, ce sont pas des adversaires, ce sont des adversaires qui sont pas mal. Ils sont pas mal parce que quand vous prenez. Ils sont au niveau du Togo. Bon, qu'on dira. Est-ce que parce qu'il y en a qui s'interrogent sur l'objectif poursuivi durant les matchs amicaux. Mais je pense que les matchs amicaux ne sont pas aussi faciles à trouver. Aussi. Oui. Il faut tout un lobbying derrière. Ouais, et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
si tout le monde devrait chercher à jouer les grosses nations veulent affronter des grosses nations. Voilà, justement. Et puis, il faut savoir aussi que ces genres de matchs permettent à des équipes comme le Togo de pouvoir se jauger mutuellement. Oui, c'est pour ça que je disais que les deux adversaires du Togo, ils sont pas mal. Les deux équipes, que ce soit le MENA du Niger ou les Chevaliers et de la Méditerranée, ils ont presque les mêmes caractéristiques. Ce sont deux équipes qui jouent à 95, sinon 99% avec des joueurs locaux. Les deux équipes sont athlétiquement fortes et ce qui est bien, ces deux équipes-là sont en train de se refaire une santé sur le plan continental. Du coup, c'est bien pour le Togo. D'abord, quand on dit qu'il joue à 99% avec des joueurs locaux, c'est qu'il y a déjà un groupe qui est là, il y a l'automatisme qui est créé. Donc, c'est bien pour le Togo d'aller jouer avec ces nations-là. Et moi, concernant l'effectif, j'aurais bien voulu avoir un effectif constitué peut-être de 90% des joueurs qui ont été convoqués contre le match du Sénégal. Voilà. Et peut-être 3 joueurs locaux, notamment peut-être Ouro Gafo de Gomido de Palimé, Fabrice Kabataoli de la SK et Bruno Avotor, l'actuel meilleur buteur du championnat national de football de première division. Et peut-être Paolo Duarte peut nous sortir quelques nouvelles têtes qu'il a pu pouvoir peut-être dénicher depuis novembre jusqu'à aujourd'hui. Et après, alors, tu veux parler d'expatriés peut-être? Expatriés peut-être, quand je dis dénicher, peut-être que ce soit sur le plan africain ou européen, mais il ne faudrait pas qu'on nous amène un joueur qui n'a pas de temps de jeu dans son club. Ça sera une aberration. Parce que là, la dernière performance des éperviers, c'était face au Sénégal et le Togo n'a pas été du tout ridicule. Même si on a fait un match nul, le Togo n'a pas été du tout ridicule au cours de ce match-là. Donc, cette journée FIFA, ça permettra au Togo de peut-être se refaire, je ne sais pas, gagner quelques places sur le plan classement FIFA, mais vraiment de jauger la forme actuelle des joueurs puisque les échéances approchent à grands pas. Il ne faut pas aussi oublier que la Libye, au cours des éliminatoires mondiales zone Afrique, la Libye se retrouve dans un groupe D avec le Cameroun, le Cap-Vert, les Swatini, l'Angola et je crois une dernière équipe là. Et dans ce groupe-là, la Libye est 3e à égalité de points avec le Cameroun et le Cap-Vert. Donc, ce qui veut dire que la Libye est un adversaire sérieux pour le Togo. Alors, justement en parlant d'effectifs à appeler par le Duarte, en tout cas, il y en a eu beaucoup de satisfaction autour de ce qu'il a présenté face au Sénégal. Je pense que même Aliou Cissé l'avait avoué. Maintenant, l'objectif derrière ces préparations, c'est aussi de préparer, derrière ces matchs amicaux, c'est aussi de préparer les éliminatoires de la CAN 2025 qui devrait avoir lieu selon les indiscrétions en septembre. Et puis il y a aussi le match retour face au Sénégal, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui viennent aussi en campagne. Donc c'est vrai que c'est un peu long, mais l'idée c'est de pouvoir avoir des joueurs qui testent et anticiper sur ces prochaines échéances, c'est-à-dire les compétitions. Vraiment. Oui, vous savez, je l'ai déjà dit ici, je pense 3 fois sur ce plateau, le péché mignon Bon, je ne vais même pas dire mignon parce que c'est un vilain péché pour le Togo. Ces dernières années sur les qualifications, c'est que on démarre toujours très mal nos qualifications. Sur les 3 dernières qualifications pour les compétitions, que ce soit pour la qualification pour la Coupe du Monde ou pour la qualification pour la CAN, le Togo n'a gagné aucun de ces 3 premiers matchs. Le Togo n'a gagné aucun de ces 3 premiers matchs. Ce qui veut dire qu'on fait toujours une mauvaise entrée dans les qualifications. Et ça, c'est ce qu'il faut corriger aujourd'hui en étant prêt très tôt. C'est très important. Il faut être prêt très tôt. Et pour être prêt très tôt, il faut ces genres de matchs pour tester, jauger en fait le niveau de l'équipe. Moi, j'aimerais dire il faut une continuité parce que face au Sénégal, on a mis la barre très haute. Tout le monde a vu que le Togo, avec Khaled Naré, avec Kevin Denke et avec surtout le joyeux petit milieu de terrain Karim Derman aujourd'hui,
que tout le monde nous envie, je dirais, sur le continent. Moi, j'ai vu des influenceurs ivoiriens parler de lui, j'ai vu des influenceurs béninois parler de lui, tellement ils étaient, je dirais, sous le choc du talent de Kevin Derman, de Karim Derman. Donc il faut en profiter, il faut vraiment qu'on en profite au maximum. Aujourd'hui, on a le meilleur buteur du championnat de Belgique dans notre équipe, on a le 3e meilleur buteur de l'histoire de Al Ain, un très grand club du côté de l'Émirat Arabe Uni, Fodo là-bas. Dans notre équipe, je pense qu'il y a de quoi faire une équipe compétitive pour aller décrocher une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Dans le même sens que Fidias, je pense que normalement à l'issue de ces 2 matchs, Paulo Duarte doit avoir l'épine dorsale de sa prochaine équipe. Les 11 premiers pour les prochaines échéances. Oui, il doit avoir l'épine dorsale de son équipe. Sinon, pourquoi jouer des matchs FIFA? Et sinon, des journées FIFA. Surtout, donc, du coup, si on ne peut pas, à l'issue de ces 2 matchs, avoir une équipe type, sinon peut-être la colonne vertébrale de l'équipe type, je crois que c'est pas la peine. Oui, moi je dirais aussi qu'il faut également travailler sur les remplacements, parce que quand on a un système, le Togo, on a souvent, je dirais, ce genre de problème. On a un système en place et dès qu'il y a un joueur qui manque, le système est chamboulé. Aujourd'hui, il faudrait avoir une doublure à chaque poste. On sait qu'en attaque, s'il n'y a pas Kevin Denke, c'est elle qui doit assurer, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la fenêtre FIFA. Qui va arriver. Lorsqu'on va jouer les qualifications, on ne sait pas si on sera privé de Kevin Denke, on ne sait pas si on sera privé de David Enen, on ne sait pas de qui on sera privé. Donc, il faut avoir une doublure à chaque poste. Et pour ça, ce sont ces genres de matchs amicaux, ce sont ces genres de matchs qui vont nous permettre de dégager ce genre d'équipe. Alors, on va quitter ces matchs amicaux du Togo et évoquer le prochain sujet, évoquer la défaite de Francis Ngannou, qui a perdu face à Anthony Joshua. C'était ce week-end. Au 2e round, il est tombé KO. Il est tombé KO. On va voir l'image à l'écran. Et tu t'attendais à quoi par rapport à ce combat? C'est vrai que c'est la boxe. Oui. Et Francis Ngannou, il n'était pas un grand pro de cette discipline. Mais il y avait beaucoup d'attentes autour de ce combat. Il y en avait qui s'attendaient à ce que Ngannou puisse s'en sortir avec un meilleur résultat que celui-là. Non, ceux qui s'attendaient à voir Ngannou, je ne sais pas, faire au moins 5 rounds face à Anthony Joshua, c'est mal connaître la boxe anglaise et c'est surtout mal connaître la technique de Anthony Joshua. Vous savez, moi je dirais ce n'est pas décidément la semaine des Camerounais, parce qu'après la défaite de Cédric Doumbé dans la cage face à Baki, sur, je sais pas, une aiguille qui rentre dans les pieds de Cédric Doumbé, qui avait fait, je sais pas moi, un grand trash talking en disant qu'il va faire dormir Baki et tout, il a perdu. Et après, c'est le Goliath, le monstre africain, Francis Ngannou, qui tombe après 2 rounds. Un match, je dirais, déséquilibré sur le papier pour moi, parce que vous avez Anthony Joshua qui en est avant ce combat à 26 combats professionnels en boxe anglaise avec 23 victoires, dont je pense 17 par KO et 3 défaites. Donc quand vous avez un goléador comme ça de la boxe anglaise face à un Francis Ngannou qui n'est qu'à son 2e combat dans la boxe anglaise après le premier combat effectué face à Tyson Fury où il a été défait au point, je pense qu'il a commencé par voir les allures de grandeur. Il s'est vu trop beau trop tôt, et sur ce combat il n'a pas existé face à Anthony Joshua. Vous vous rendez compte, dès le premier round il a déjà reçu un crochet, il était déjà à terre. 2e round de 2 crochets et on n'en parle plus. Aujourd'hui il est tombé très rapidement. Voilà. Oui, on n'a pas plus sur le ring, mais on va en parler parce que côté finance, il est quand même reparti avec 20 millions d'euros, soit l'équivalent de 11 milliards de francs CFA. Et c'est beaucoup plus d'argent gagné en 6 minutes. Le combat n'a même pas fait 6 minutes. Le premier round, c'est 3 minutes. Le deuxième round n'est pas allé au bout, c'est au bout de 2 minutes. Donc ça fait 5 minutes. En 5 minutes, il s'est empoché 11 milliards de francs CFA. Alors que il a fait, depuis 2018 à l'UFC, du côté de Dana White, le président de l'UFC,
dans la cage où il gagnait les 700 000 euros, les 800 000 euros par victoire en combat. Là, aujourd'hui, en 5 minutes, il gagne 11 milliards. Je pense que, à défaut d'avoir perdu sur le ring, je pense que dans le compte est bien plein. Il a même dit tout récemment lors de la CAN sur le plateau d'un média très connu où il disait qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin de ceinture, qu'il veut faire de très beaux combats et ramener de l'oseille à la maison. Donc, je pense que l'oseille, là, le compte, il est bien plein avec les 11 milliards. Alors, Francis Ngannou battu sur KO face à Anthony Joshua. Il y a beaucoup d'interrogations qui soulèvent après ce combat. Il y en a, comme Fidias se révèle aujourd'hui, on se demande si c'était pas un combat organisé juste pour le fun, juste pour pouvoir rassembler de l'argent et tout le reste. Est-ce que Ngannou ne savait pas au début qu'il n'était pas au niveau? On peut le dire ainsi, hein. On peut le dire ainsi parce que la boxe anglaise n'a rien à voir avec le MMA. Donc du coup, peut-être que Francis Ngannou estimait qu'il ne gagnait pas assez d'argent en MMA, c'est pour ça. Est-ce que c'est peut-être... C'est pour ça. Il a jamais dit Oui, il a quitté officiellement l'UFC parce que voilà, les revenus n'étaient pas ça. Vous imaginez 800 000 euros, sinon 700 000 euros et 11 milliards de francs CFA en combien de minutes? Vous voyez? Et là, il a perdu et il gagne 11 milliards. De l'autre côté, tu gagnes, tu as 50 millions de francs CFA. C'est le jour et la nuit. Donc, du coup, moi, je me dis que il est mieux d'être premier dans sa catégorie que d'aller être dernier dans la catégorie des autres. Oui, bon, ça fait très mal, hein. La défaite, ça fait très mal aux fans surtout. Donc, moi, je crois que pour l'instant, d'abord, il n'a pas eu la chance parce que en venant dans la boxe anglaise, il est tombé sur les deux plus gros, Tyson Fury et Joshua. Donc, du coup, je pense que ça va. Il a eu un peu sur le compte. Il faut qu'il retourne vers le MMA et continuer par glaner ces 800 000 euros, 700 000 euros. Je crois que c'est quelque chose aussi. Oui, en tout cas, sur le ring de la popularité, il a gagné parce que là, ça fait un an. Oui, bien sûr. Même en tant que perdant. Oui, même en tant que perdant. Francis Ngannou aujourd'hui, c'est l'histoire qui captive tout le monde. C'est ce monsieur-là qui a quitté le Cameroun, qui a refusé de se laisser abattre par les problèmes de la vie, qui est passé par, je dirais, le désert, qui est passé par la mer, qui a traversé tout ça et qui aujourd'hui est champion à l'UFC et qui, dans sa folie de grandeur, j'ai envie de dire, a envie d'aller encore beaucoup plus loin et il se met en boxe anglaise, il perd ses 2 premiers matchs. Ce n'est peut-être pas encore fini parce qu'il a dit qu'il n'en a pas encore fini avec la boxe anglaise. Je pense qu'il y a un autre combat qui était déjà dans les coulisses programmé pour lui face à Deontay Wilder, un autre monstre, le Scorpion. Je ne pense pas qu'avec lui, il pourra peut-être faire ne serait-ce que un seul round. Et donc, Francis Ngannou, avec son entraîneur Tyson Fury aujourd'hui, je pense qu'il ramasse les milliards, c'est vrai. Mais pour sa carrière d'athlète, pour qu'on ne garde pas en tête, parce que si Francis Ngannou arrête aujourd'hui les sports de combat, les gens oublieront facilement tout ce qu'il a fait de grand et retiendront juste ce chaos spectaculaire. Regardez comment il s'écroule comme un petit bébé qu'on a bercé et tellement il est allé dormir rapidement. On lui a apporté un masque à oxygène pour qu'il retrouve ses esprits. Vous voyez, aujourd'hui, on s'en moque pratiquement sur le plateau. Je sais que c'est un champion. Oui, c'est un champion. C'est un gars du continent, ils ont la gueule. Il va vouloir revenir beaucoup plus fort. Et attention, parce que Ngannou, il est capable, et moi je le dis, il est capable de nous faire une remontada historique et peut-être devenir l'un des meilleurs athlètes de l'histoire et s'asseoir à la table de Mohamed Ali. On ne sait jamais avec les Camerounais. Voilà, ce sont des grands. Je pense qu'il va travailler dur et revenir encore plus fort. Alors, Fidias, juste un mot sur les 4 prochains matchs des rounds des 8e de finale de la Ligue des Champions, parce que cette semaine, mardi et mercredi, déjà il y a Arsenal-Porto, Arsenal ayant perdu 1-0 au match aller, puis il y a Barcelone-Naples, le match aller s'étant soldé par un nul 1-1, et puis il y a mercredi Dortmund-PSV, 1-1 au match aller, et Atlético-Inter, l'international ayant gagné le match aller. Oui, beaucoup d'attentes sur les matchs retour de la Ligue des Champions. Moi, personnellement, parce que j'ai un petit faible pour le FC Barcelone, je ne l'ai jamais caché. Okay. Aujourd'hui, le Barça va aller jouer va recevoir à Montjuic
Naples, avec un milieu de terrain décimé, avec un jeune petit de 16 ans, Lamine Yamal, sur qui maintenant toute la Catalogne compte pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je pense que la dernière fois, c'était en 2020, où on avait pris 8-2 face au Bayern de Munich. Donc, vivement que le Barça revient sur de bonnes bases. Ouais. Oui, toujours dans le match Barça-Naples, moi je pense que je ne vois pas le Barcelone gagner ce match. Parce que compter sur ce jeune-là pour pouvoir faire face à Naples, c'est un peu compliqué. Je crois que ce petit-là, ils sont en train de le cramer, hein, de l'user comme Pedri. Donc du coup, ça sera un peu compliqué pour le FC Barcelone. En tout cas, on reviendra en parler jeudi dans cette émission. Merci Aziz d'être passé. Merci Helmut, je profite de l'occasion pour souhaiter un bon début de carême à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Merci Helmut pour l'invitation, merci à tous les téléphiles et internautes de nous avoir prêté leur attention. Ouais, n'oubliez pas, chers internautes, de liker cette vidéo, de l'aimer, de la commenter si possible. Bonne suite de nos programmes sur Ligue 1 Info.